meilleurs vœux pour l'année 2017 et nous sommes ravis de vous retrouver aussi nombreux pour cette deuxième conférence du cycle de cette année qui accompagne donc l'exposition consacrée à l'histoire hospitalière dans l'Oise. Nous accueillons ce soir le docteur Tourner Bacchini, psychiatre et référent de l'unité art et thérapie au CHI de Clermont, et monsieur Marc Aubert, infirmier, pour une intervention consacrée à l'art en milieu psychiatrique, histoire d'une expérience au CHI de Clermont. Comme vous l'aurez remarqué, ils sont venus en force, accompagnés de nombreux intervenants artistes qui interviennent dans le cadre de ces différents ateliers et de participants aux 10 ateliers. Donc je leur cède tout de suite la parole pour leur intervention qui sera bien sûr suivie, comme habituellement, de questions-réponses de votre part. Merci de cette présentation, Madame la directrice. Donc, je suis le docteur Tourner Bacchini. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et surtout d'être entouré de l'équipe, une très grande partie de l'équipe et des participants d'ailleurs des ateliers d'art et thérapie, ateliers thérapeutiques du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise. Et je suis touché de voir l'hôpital représenté par des collègues, des directrices de l'établissement, d'autres membres de l'hôpital. Précisons que cet atelier est rattaché à un pôle de psychiatrie infanto-juvénile, Dr Lydia Dimitriev, dirigé aussi par les cadres de santé, cadres socio-éducatifs, cadre supérieur de santé, Madame Baraline Langlais, et cadre socio-éducatif, Madame Beauwins. Alors, je ne vais pas être trop long, simplement citer un peu les personnes qui sont là assises à cette table pour vous présenter cet atelier thérapeutique et vous dire que tout ce qui sera dit par nous sera sous la forme du témoignage, puisque cet atelier est une rencontre pour chacun de nous avec parfois la maladie, mais essentiellement avec le monde de l'art. Et dans mon bureau, dans cet atelier, chaque jour et plusieurs fois par jour, je traverse ces divers ateliers, je les vois vivre, et je dois dire que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à accomplir cette tâche de psychiatre des hôpitaux. Alors, si on me laisse donc moi-même présenter les personnes autour de la table, je vais donc citer en premier lieu Michel Thuillier-Dulin, qui participe notamment à l'atelier sculpture. Ensuite, André Alipré, qui participe également à l'atelier sculpture. Puis Géraldine Alex, qui est l'artiste s'occupant de l'atelier d'écriture, le mardi matin. Ensuite, Yuri Rekena, qui le mardi après-midi s'occupe de l'atelier très sonore des percussions africaines, sud-américaines, cubaines et autres. À ma droite, Marc Aubert, qui va présenter un peu l'histoire de cet atelier qui a été fondé cette unité qui a été fondée en 2000. Donc Marc Aubert est infirmier et il s'occupe avec une ténacité remarquable d'animer art et thérapie. Ensuite, Corinne Gallino, la secrétaire émérite, car elle aussi est là depuis le début, connaît les artistes comme les participants de l'art et thérapie. Elle est un peu le pilier, puisqu'elle s'occupe de tout ce qui concerne les relations avec l'hôpital, avec les services. Elle organise beaucoup de choses. Et c'est donc un membre précieux de cette équipe. À sa droite, Denis Bartkowiak, qui est participant de 2 ateliers, l'atelier gravure le jeudi et également l'atelier écriture. Il lira d'ailleurs un texte dont il est l'auteur. Florence Hilbourg est l'artiste qui s'occupe de l'atelier gravure, atelier hebdomadaire également, le jeudi. Nous avons une presse qui permet de s'occuper de toutes les tâches de la création par la gravure, diverses techniques.
Christine Lecointre, qui est artiste sculpteur, qui s'occupe d'un atelier sculpture le mercredi, et qui est là présente depuis très longtemps, depuis le début également, et dont venue plus récemment, depuis un an, Céline Roger. Et Céline Roger s'occupe le lundi d'un atelier qui s'appelle désormais Matière et Création, et qui est un atelier assez extraordinaire. Vous en verrez des images, parce qu'il crée des structures très ludiques, très colorées, qui ont vocation à être accrochées aux arbres, plantées dans les jardins, à être mobiles selon le vent ou les divers accidents de la météo, et qui parfois sont détruites par les éléments trop graves comme nous avons eu, trop violents comme nous avons eu il y a quelques semaines. Mais l'art s'y retrouve. Alors, on a prévu d'en parler sous la forme du témoignage. Donc, ce que je peux essayer de vous dire, c'est ce que représente pour moi le fait d'être le médecin référent, sans participer activement aux divers ateliers. Le médecin référent parce que notre atelier est thérapeutique. Si nous y parlons assez peu de maladies et de symptômes, nous y accueillons des personnes qui sont suivies en psychiatrie, qui nous sont adressées par un psychiatre de l'hôpital, ou par un psychiatre privé, ou par un psychiatre de centre médico-psychologique, ou parfois par un psychologue. Ces personnes ont parfois déjà des connaissances techniques, parfois n'en ont pas, et découvrent une technique telle que la gravure, par exemple. Donc on ne demande pas aux personnes d'avoir déjà une connaissance dans un atelier particulier. Ce qui est indispensable pour venir à l'atelier art-thérapie, être dans une position désirante par rapport à la création artistique. Ce que nous constatons, c'est que si nos ateliers sont thérapeutiques, s'ils aboutissent à la création d'œuvres de grande qualité, ces deux résultats sont comme deux surcroît. Ils ne sont pas exigibles d'avance. Mais certaines de ces œuvres nous touchent par leur qualité, par leur extraordinaire expression parfois, et elles sont thérapeutiques parce que, non pas parce qu'on les analyse et qu'on reprend les choses avec les patients, nous ne sommes pas art-thérapeutes, aucun de nous n'est art-thérapeute, nous favorisons une rencontre entre des artistes professionnels qui enseignent ou qui exposent et des personnes suivies qui sont désireuses de se confronter à la création artistique. Le médecin, l'infirmier ou l'éducateur, parce que nous avons aussi parfois un éducateur qui est là, sont là pour permettre que les choses se passent, pour intervenir si parfois cela est nécessaire, puisque nous sommes un atelier consacré quand même aux soins, hein, nous sommes dans le sanitaire, si vous voulez. Ce qui, pour moi, est important, c'est que ce lieu, de façon, j'allais dire magique, en tout cas de façon un peu naturelle, crée une ambiance. Que les œuvres se fassent de manière individuelle, comme dans certains ateliers, par exemple la peinture, c'est un atelier plus individuel, ou plus collectif, comme celui de Céline Roger, Matière et Création. Il y a une ambiance collective, une ambiance qu'en psychiatrie nous appelons ambiance club thérapeutique. Dans les ateliers d'expression qui marchent bien, il y a cette fonction club, c'est-à-dire que les échanges se font de manière assez naturelle entre personnes qui s'intéressent à l'art, qui partagent un intérêt pour la création artistique, et donc qui cherchent, comme beaucoup d'entre nous, dans la création, une part de bonheur que l'on peut définir ici comme l'expérience de reconnaître en soi des capacités que l'on ne se serait jamais cru capable d'avoir. Alors, dans les œuvres qui sont créées dans ces ateliers, nous avons des choses extrêmement différentes. Certaines nous paraissent d'une très grande expressivité, témoigner d'une souffrance ou d'un parcours. Elles racontent une histoire, souvent une histoire personnelle.
il y a une œuvre en particulier qui me semblait bien témoigner de cette expérience. C'était une œuvre en terre, une sculpture, en forme de point d'interrogation, qui représentait tout un parcours de vie, avec les événements de cette vie, des maisons, comme un village un peu, des expériences de deuil, de rencontres. Et cette création était de l'ordre de la narrativité, du fait qu'on se soigne aussi en pouvant se réapproprier son histoire personnelle, avec l'aide souvent de thérapeutes, pour redonner sens à ce qui parfois paraît dispersé, disloqué par la maladie ou par les accidents de la vie. D'autres œuvres paraissent beaucoup plus dans le jeu ou dans le caractère décoratif de la création. Nous avons par exemple en peinture des participants qui choisissent de s'inspirer d'un peintre plutôt des arts décoratifs. D'autres sont un peu axés sur l'impressionnisme. D'autres dans une forme d'imitation ou même de création à partir d'une œuvre. Et cela, parfois, me faisait penser à la persévérance de certains des plus grands artistes créateurs de partir d'une œuvre, d'un chef-d'œuvre, pour eux-mêmes créer. Quelqu'un comme Picasso, qui avait une telle liberté d'expression, il a fait des séries très importantes à partir du tableau des Ménines de Velázquez, à partir de Déjeuner sur l'herbe de Manet. Nous avons Francis Bacon, qui a été obsédé par le portrait, pour lui, l'un des plus beaux portraits du monde, de Velázquez, qui est le portrait du pape Innocent X, portrait qu'il n'a jamais vu, qu'on peut aujourd'hui voir à Rome, et qui est dans une collection privée de la famille de ce pape, la famille Doria Pamphili. Et à partir de ces reproductions, il a créé 3 siècles plus tard, dans les années 50, 45 œuvres extrêmement curieuses qui sont créées à partir de ce portrait. Et nous avons, beaucoup d'œuvres qui sont faites sur les reproductions multiples que nous avons dans les ateliers. Et donc vous avez quelques exemplaires, vous reconnaîtrez des Bonnard, des Matisse et autres, mais qui sont repris d'une manière personnelle. Voilà, j'ai déjà été très très bavard, donc je m'étais dit que je vous introduirai pour laisser la parole à chacun, et ensuite vous laisser le temps de nous interroger pour essayer de vous faire partager ce qui est pour nous cette expérience de l'atelier d'art-thérapie. Alors, je crois qu'en premier, c'est Marc Aubert qui va reprendre les choses d'un point de vue un petit peu historique et descriptif. Donc, je vous laisse la parole, Marc. Merci. Donc, l'unité art-thérapie est une unité fonctionnelle du centre hospitalier de Clermont-de-Loise, dont les locaux sont situés au sein même de l'hôpital. Alors, c'est un espace proposant à des personnes adultes présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques la participation à des ateliers d'art, du lundi au vendredi. Donc il y a 10 ateliers avec 6 arts différents, qui sont des séances de 2 heures en matinée et une de 3 heures en après-midi. Chaque atelier peut accueillir environ 12 personnes par séance, et actuellement 60 personnes environ par semaine, 50 unités, avec une présence d'au moins une demi-journée. Donc tous ces ateliers sont accessibles à toute personne qui en fait la demande et qui bénéficie d'une prescription médicale délivrée par un médecin psychiatre ou par un psychologue. Les candidatures nous sont adressées par les structures d'hospitalisation du CHI, mais aussi par les structures qu'on appelle extra-hospitalières, du type CNP ou hôpital ou plutôt de jour, et également de cabinets de psychiatres privés. Donc l'admission de chaque personne est concrétisée suite à 2 entretiens. Le premier consiste à la présentation de la structure, à ses fonctionnements et ses règles. Si la personne, après cet entretien, est toujours intéressée pour venir participer à nos ateliers, il y a un deuxième entretien qui est là consacré à cette personne. Voilà, c'est un entretien qui nous permet d'aborder dans les grandes lignes la problématique des patients, de son parcours, son emploi du temps, ses souhaits et aussi ses attentes. Voilà, pour participer, aucun
Pour participer aux ateliers, aucun prérequis en art n'est demandé. Et a priori, aucune pathologie n'est écartée. En revanche, il est souhaitable d'avoir un goût pour les activités artistiques, de venir de façon volontaire, assidue, et de respecter également les règles élémentaires de la vie en société. Voilà, c'est un engagement moral qui peut être évolutif selon la situation, selon l'évolution de chacun. Le choix de tel ou tel atelier est soumis à la discussion lors de l'entretien d'admission. Voilà, il dépend du souhait de la personne, mais aussi des disponibilités de l'unité. Donc on demande aux participants de s'inscrire sur au moins un atelier pour une demi-journée, mais il est également possible de participer à plusieurs ateliers dans la semaine, mais toujours avec le même engagement. Il est également possible de changer d'atelier en cours d'année, pour diverses raisons. De toute façon, tous les aménagements sont possibles et sont soumis à discussion. Voilà, on se met d'accord entre nous et voilà, tout peut être changé. Donc tous les ateliers sont basés sur la création artistique, mais on va distinguer en fait deux catégories dans les ateliers. Il y a les ateliers qu'on dit collectifs et des ateliers qui sont plutôt individuels. Donc les collectifs, c'est plutôt les ateliers, donc matière et création et musique. Ce sont des ateliers où les projets vont être élaborés à partir des propositions des artistes ou des idées des patients, dans lesquelles chacun pourra exprimer sa créativité afin de réaliser des œuvres communes, des installations ou des œuvres musicales. Les individuels, peinture, sculpture, gravure, écriture, là la création est beaucoup plus libre et individuelle, mais elle est toujours soutenue évidemment par les artistes. Les ateliers fonctionnent ainsi 10 mois dans l'année. Durant les 2 mois d'été, ces ateliers cessent leur activité. Et on met en place ce qu'on appelle des stages, qui en fait consistent à 3 journées consécutives, ouverts à tous sur inscription, où on demande à un artiste résident, ou on trouve un autre artiste qui ne travaille pas d'habitude avec nous, de proposer en fait un projet de création qui va être réalisable sur 3 jours. Alors, des fois c'est de la danse, ça peut être du théâtre, du chant, de la photographie. En fait, on va essayer de favoriser des arts qui ne sont pas exploités durant l'année. Un de ces stages est réservé pour une prise en charge d'enfants et de jeunes adolescents. Une exposition par an, présentant les travaux réalisés durant l'année, est également organisée. Généralement, elle a lieu à l'espace Séraphin-Louis. C'est un lieu d'exposition qui est mis à notre disposition par la ville de Clermont. Mais il nous arrive aussi d'être sollicités quelquefois par des organismes, des villes ou des lieux culturels en vue d'une exposition ou d'une installation. Alors là, pour cela, un travail va être approprié au lieu, va être entrepris. Ainsi, nous avons pu exposer à l'espace Mastis de Creil en 2002, ou au Conseil général de Beauvais, au musée de la tapisserie, également à Beauvais, et à la salle du Zinval de Beauvais aussi, en 2003. Et nous avons aussi fait une très grande exposition qui était un peu rétrospective, des années à la chapelle salpêtrière de Paris, en 2005. Et nous avons également exposé à l'espace des Minimes à Compiègne en 2011. Nous procédons également à des installations, des représentations musicales ou théâtrales dans l'enceinte du CHI. Et nous avons mis récemment, en 2016, nous avons mis en place aussi des prêts d'œuvres pour les structures du CHI qui le souhaitent. Voilà. Nous organisons aussi également des visites d'exposition pour les patients des ateliers. Voilà. Donc l'unité art-thérapie, c'est un espace de rencontre, une rencontre avec soi et une rencontre avec les autres. C'est un espace où chacun trouve sa place et suit son chemin avec ses particularités, ses difficultés, ses craintes, mais aussi ses talents et ses moyens. Elle offre un espace privilégié d'expression et de créativité. Elle permet une remobilisation des ressources, favorise la confiance en soi, la revalorisation de l'estime de soi et d'initier une relation de confiance à l'autre. Bien plus qu'une prise en charge, elle s'inscrit complètement dans un mouvement de prendre soin. Merci Marc.
Et ce que vous venez de dire me fait penser à vous dire ici combien nous sommes heureux de disposer ainsi de cette tribune, d'être venu présenter notre atelier, de participer à l'exposition avec 3 œuvres pour une durée d'une année scolaire. Donc merci beaucoup aux archives départementales pour leur offre. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de l'atelier gravure que je mène le jeudi, en fait, toute la journée du jeudi. Alors, vous dire déjà que la gravure, en fait, c'est une création qui se déroule en 2 temps. Il y a, le travail de la plaque, et puis il y a dans un 2e temps le travail de l'impression de cette plaque après qu'elle soit ancrée, essuyée. Et voilà, c'est un processus qui est assez long. Alors, la gravure, c'est un médium qui offre beaucoup de jeux techniques et qui permet d'aborder la création en laissant une très grande part à l'expérimentation et à l'invention. Et c'est pour ça qu'elle me passionne. Voilà. Alors, on a une multiplicité de supports. On peut graver sur du zinc, sur du cuivre, sur du carton, sur du film alimentaire, sur des plaques de lino, et avec de nombreux outils qui sont à notre disposition, des pointes, des pinceaux, on peut coller des matières. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a une vraie diversité dans cette technique. Et ça permet aux participants de l'atelier vraiment de fouillasser, de chercher la technique qui lui convient le mieux. Et moi, de l'accompagner. Alors, la plaque, après être ancrée, donc elle est essuyée, et donc nous imprimons la gravure avec la presse, et ça nous donne la possibilité, si nous ne sommes pas satisfaits, de recommencer. Voilà. Alors, et ce qui, moi, justement, et ce qui nous intéresse à l'atelier, c'est toute cette partie, finalement, qui rate, qui nous échappe. On travaille beaucoup en aveugle avec la gravure. Et c'est tellement aussi en fonction de si on a bien ou mal essuyé, de la pression de la presse. Et c'est là où je pense que on attache finalement l'accident, pour nous, c'est aussi notre matière première, en fait, avec laquelle on travaille et avec laquelle on joue et on avance. Et aussi, en fonction des résultats, on tire nos conclusions, on réajuste, et c'est cette richesse aussi qu'on a à l'atelier, de ce dialogue qu'on a ensemble avec les participants. Voilà. Alors, tous ces états successifs, ça témoigne aussi de l'élaboration du travail qu'on fait. C'est vraiment... j'insiste beaucoup, c'est qu'on ne perd rien, en fait. On ne peut pas être en échec avec cette technique. Vous me dites, hein, si je me... Voilà. Donc, il y a ce travail qu'elle nous propose de faire réellement une variation autour de l'image. On peut ancrer avec plein d'encre de couleur, on peut plus ou moins essuyer. Voilà. Et puis, je ne vous cache pas que le jeu entre la qualité des papiers puis la qualité de l'encre, l'objet gravure devient finalement un objet très valorisant. Et puis comme en plus la gravure c'est un multiple, on peut multiplier ça et on peut offrir, voilà. Je voudrais insister sur une chose, c'est que je vous avais parlé de cette technique qui est en 2 temps. Il y a un 2e temps qui est donc ce travail de l'impression, et qui est vraiment un travail d'artisan. Il y a beaucoup de rigueur. Et l'atelier est organisé avec plusieurs postes
de travail en fait. Il y a un poste pour le mouillage du papier, un poste pour l'ancrage, pour le découpage, pour le séchage. Et en fait, on est obligé de passer du propre au sale constamment. Et c'est quelque chose qui est extrêmement exigeant. Et ça m'intéresse de partager ça à l'atelier. Voilà, c'est cette exigence et cette rigueur. On a une gestion à faire. Et cette gestion aussi, moi j'invite beaucoup les participants de l'atelier justement à être autonomes dans toutes les étapes, tout le procédé, voilà. Bon, alors je ne vous cache pas que ça implique aussi un certain esprit d'atelier. Il y a une super solidarité, il y a une transmission comme ça entre participants. Il y a ce que j'appelle aussi les regards obliques, c'est-à-dire qu'on regarde finalement l'aventure, la création du voisin, de l'autre, hein, et du coup ça nous inspire pour aussi tenter une autre aventure. Donc il y a ce travail qui est individuel, puis en même temps il y a un véritable échange comme ça au sein de l'atelier. Voilà, donc je crois que en tant qu'artiste, d'avoir cette chance de ce dialogue, c'est un lieu pour moi qui est extrêmement privilégié. Voilà, les participants sont complètement engagés dans les aventures qu'ils se proposent, hein, et c'est quelque chose qui est très important, qui est très profond, qui nous met vraiment en jeu. Et c'est un travail, voilà, c'est du travail. Voilà. Donc ça se fait avec beaucoup de bonheur. Bon, je vais passer le micro à Denis qui est... Alors finalement, Denis va parler d'écriture, je crois. Donc c'est peut-être Michel qui va parler d'abord. Avant, vous voulez dire quelque chose sur l'atelier gravure, Denis? Oui, très bien. Bon, voilà, je suis à l'atelier gravure depuis presque 2 ans, 1 an et demi. Et on apprend beaucoup de choses, on apprend tous les jours. Et comme je disais, on l'a poussé dans ces derniers retranchements du panneau de gravure. Voilà, voilà. Il y a tellement de choses à savoir qu'on ne saura pas tout de toute façon. Alors, plus on saura, plus on sera content, mieux on saura. On apprend tous les jours. Dans toutes les... Merci. Oui, c'est bon. Non, on apprend toujours dans toutes les matières, que ça soit sculpture ou tout, on apprend tous les jours. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Denis. On va vous écouter encore tout à l'heure, dans l'atelier d'écriture. Merci. Donc maintenant, Michel Thuillier-Dulin, parlez de votre expérience, notamment autour de l'atelier sculpture. Merci. Sculpture et matière et création aussi. Je fais aussi de lundi. J'espère que je ne vais pas perdre ma voix. Alors je commence comme ça. Je m'appelle Michel, j'ai été pendant 30 ans aide médico-psychologique dans un EME à Liancourt, centre pour polyhandicapés. Suite à de graves ennuis de santé avec complications, je me suis retrouvée en longue maladie pendant 3 ans et par la suite en invalidité. Je suis suivie pour état dépressif par un psychiatre en ville. C'est d'ailleurs dans la salle d'attente que j'ai vu l'affiche de l'art et thérapie. J'ai demandé à mon psychiatre, qui m'a vivement conseillé de prendre rendez-vous avec ce service. J'ai rencontré donc le docteur Catonnet, Corinne, la secrétaire, Marc, l'infirmier, et Lydie, l'éducatrice. En 2005, je commence par 3 ateliers en journée pleine, soit le mardi en structure souple, le mercredi en peinture et le jeudi en sculpture. Les ateliers sont dirigés par des artistes professionnels. C'est un grand bonheur d'être encouragé, d'avoir des conseils et de faire partie d'un groupe.
En 2014-2015, j'ai énormément manqué les ateliers, car ces 2 années ont été éprouvantes pour moi. Mon fils, qui est insuffisant rénal de naissance, a été greffé à l'âge de 8 mois, mais son état de santé s'est détérioré jusqu'à ce qu'il retourne 3 fois par semaine en dialyse à Creil. Dans le même temps, ma maman, dont j'étais très proche, est décédée après une longue hospitalisation. Je me suis renfermée sur moi-même. Je ne sortais plus de chez moi que pour accompagner mon fils à ses nombreux examens médicaux. Je n'avais plus que 2 ateliers en matinée, matière et création et sculpture. En septembre 2016, j'ai été conviée à un rendez-vous avec le docteur Tournaire-Bacchini et Marc l'infirmier pour faire le bilan sur le bien fondé de ma place à l'art et thérapie. J'ai bien compris que cette thérapie nécessitait de l'assiduité afin d'en retirer tous les bénéfices. Cet entretien m'a remotivée pour venir régulièrement aux ateliers. Je retrouve toujours avec joie les personnes qui forment ces groupes. Un lien très fort s'est créé entre nous. Je me sais attendue. Je suis souvent touchée par certaines personnes qui prennent de mes nouvelles. Pour finir, je dirais que je me sens une artiste en herbe. Je suis heureuse que tous les ans, nos productions soient exposées à l'espace Serafini, à Clermont, où j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de m'exprimer. Je vous remercie de m'avoir écouté et encore un grand merci à toute l'équipe. Oui, en effet, Marc me rappelle que la sculpture qui est exposée dans le hall des archives est une œuvre, une très belle œuvre d'ailleurs, avec une très belle patine de Michel, qui évoque des sculptures amérindiennes, précolombiennes, alors que c'est une création issue de son imaginaire. Oui, tout à fait. C'est pas inspiré par une œuvre vue dans un musée ou ailleurs. Voilà. Merci Michel. Et donc maintenant, Géraldine Alex nous présente son atelier du mardi matin d'écriture. Alors, donc l'atelier d'écriture est à la fois effectivement un atelier individuel, mais aussi un petit peu collectif. Il est individuel parce que en fait, chacun vient à l'atelier avec ce qu'il est, avec son niveau de français, son niveau d'expression, il n'y a pas d'exigence, et chacun vient avec son histoire. En fait, ce qui est important, c'est que tout le monde, enfin, moi j'en suis persuadée, tout le monde peut écrire. Parce que tout le monde a une histoire personnelle, propre, tout le monde a des sentiments, tout le monde a des émotions, et donc du coup, tout le monde est capable d'expression. Et donc on vient vraiment à cet atelier tel que l'on est, avec son histoire propre, et du coup ça donne des choses totalement uniques, dont parfois on ne s'attend pas du tout, mais est totalement passionnante, parce que toute vie est passionnante, tout simplement. C'est aussi un atelier collectif parce qu'il y a une émulation dans le groupe. Le fait d'écrire tous en même temps va créer une urgence de l'écriture, en fait, quelque part. Et c'est très, très intéressant. Le docteur, très souvent, arrive en plein milieu d'atelier et on est saisi par l'écoute, par le silence, par la qualité du silence et par juste les crayons qui grattent. Et donc on est tous ensemble en train d'écrire et c'est encourageant, ça encourage l'écriture les uns des autres. En même temps, l'écriture c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Donc tout de suite, on est dans une ambiance de très grand respect les uns des autres, de très grande bienveillance, parce que chacun s'exprime de manière différente. Et donc, mais en même temps, comme on sait qu'on se met quelque part à nu, eh bien, on est dans l'écoute, on est dans la bienveillance.
Alors dans l'atelier, en fait, on essaye d'explorer 3 champs d'écriture. On explore la mémoire, donc les souvenirs, la vie personnelle. On explore le réel, ce que je vois, ce que je sens, ce que je touche, ce que je ressens, à travers des propositions différentes. Et on explore aussi l'imaginaire. Voilà, donc ce sont les 3 champs d'écriture. Alors après, il y a aussi, bien sûr, l'écriture ludique. On s'amuse pour respirer un peu, et quand on a un petit peu de temps, on joue avec les mots et c'est très plaisant, très agréable. On peut avoir de bons fous rires. Voilà. Après, chaque atelier se déroule en 3 temps. Dans un premier temps, j'apporte un élément d'un artiste, soit un texte, ça peut être aussi une peinture, une photo, ou tout simplement un événement de la vie quotidienne. En tout cas, j'apporte quelque chose pour mettre les participants dans un bain de mots, et puis ils peuvent après, dans un deuxième temps, je fais une proposition d'écriture. Et au cours de cette proposition d'écriture, à ce moment-là, ils peuvent prendre dans tout ce qui a été dit et tout ce qui a été donné la chose qui les intéresse, la chose qui les interpelle sur le moment. Et on passe à un temps d'écriture individuelle, en silence, donc chacun peut s'exprimer. Et dans un 3e temps, nous proposons une lecture à voix haute des textes. Alors bien sûr, les textes ne sont pas aboutis, parce qu'il y a une demi-heure d'écriture, c'est court, mais les textes sont proposés comme ça. J'allais dire presque lâchés en pâture, parce qu'ils ne sont pas aboutis, ils n'ont pas été relus, etc. Mais en même temps, ça procure aussi un retour, en fait, un retour immédiat de ce qui a été dit. Alors, on ne commente pas forcément le texte, on ne donne pas son avis, c'est bien, c'est pas bien. Simplement, on exprime comment on a ressenti le texte et comment celui qui a écrit aussi a ressenti son écriture. Voilà comment ça se passe. Et donc, plutôt que d'exprimer encore des choses plutôt abstraites, je me proposais de vous lire 1 ou 2 textes des participants pour vous montrer un petit peu ce qui est fait. Alors, ça, c'est une proposition basée plutôt sur le réel, où j'ai demandé aux participants de se disperser un petit peu dans la salle et de n'écrire que ce qu'ils voyaient en face d'eux. Voilà, donc c'est qu'est-ce que je vois. Et donc, par exemple, voici ce que ça donne. Quand je me suis assise sur une chaise pour contempler mon environnement, je me suis sentie un peu effrayée par toutes ces choses en terre, en plâtre, en plastique, en carton, et j'en passe. Le génie y est, mais la joie, y est-elle? Tout simple. Après, une autre fois, je leur ai proposé de décrire des petits bonheurs tout simples de la vie quotidienne. Et donc, un participant nous a proposé ce poème, parce qu'en une demi-heure, hein, c'est vraiment un vrai poème. Mettre les pieds dans l'eau de la mer, c'est comme de quitter de la vie la mer. C'est quitter ce tohu-bohu incessant qui nous fait courir toujours en tous sens. Le premier contact du gros orteil du pied gauche est glaçant, électrisant. Le premier contact de celui du pied droit allume tous les sens. Un instant, rien d'autre n'existe. Un instant, l'esprit se fixe sur cette mer non amère de Kervel ou de Berck. Un instant, ce n'est même pas froid. Un instant, il n'y a plus d'effroi. Donc on découvre des choses comme ça, magnifiques. Et donc, pour terminer, je proposais que Denis puisse lire un texte. Alors c'est une proposition d'écriture que j'avais faite pendant la semaine du goût. Voilà, la semaine du goût au mois d'octobre.
J'essaye de coller un petit peu à l'actualité aussi. Et donc, j'avais proposé d'évoquer un souvenir autour d'une odeur ou d'un goût ou de quelque chose au niveau de la écrit ce texte. Bon, voilà. Ce texte, je l'ai appelé l'éclat. Vous allez comprendre pourquoi. Un bus. Retour du lycée en fin d'après-midi. Le frère aîné d'un camarade de classe décide à sortir sa pipe durant le retour. Tous les sièges étaient occupés. Il bourre sa pipe, craque une allumette et allume sa pipe. Il inspire quelques bouffées et voilà arriver l'odeur du clan que j'appelle le foin. Puis il tirait sur sa pipe. Plus il relâchait de la fumée qui se répandait dans l'autobus. À croire qu'il le faisait exprès. Au début, c'était une odeur surprenante. Quand tout le bus était imbibé de cette odeur et de ce nuage de fumée, je dirais que la plupart des jeunes présents commençaient à pester contre cet énergumène, sa pipe et son tabac. Encore heureux qu'il descendit quelques arrêts avant le mien. Ouf, on va pouvoir respirer, jusqu'à la prochaine fois. À l'époque, il n'y avait pas de loi anti-tabac. Avec son clan, il a fini par trouver tout un clan contre lui. Merci. Merci Géraldine. Maintenant, c'est André Alipré. André va nous parler de l'atelier sculpture auquel il participe. Bien, ben voilà, je viens témoigner enfin d'un ressenti. Comme vous pouvez le constater, j'ai aucune feuille ni rien, quoi. Et c'est spontanément que je suis venu ce soir pour vous témoigner aussi bien le plaisir de la créativité que de la sensibilité qu'on peut apporter aussi bien pour soi-même, le bien-être et aussi la communication de quelque chose de concret, quoi, enfin de ce qu'on ressent, mieux que par exemple, dernièrement il y a un de mes collègues de la sculpture qui disait, moi j'ai réduit mon traitement grâce à la sculpture. Et donc je voudrais vous signaler que, enfin par exemple, bon, j'ai un passé assez lourd en psychiatrie depuis 1974. J'ai vu l'évolution, enfin l'ouverture justement, comme Marc le soulignait. Depuis 2000, il y a une véritable explosion de la maladie au sens propre, parce que bon, plus ou moins on enfermait les gens, ils tournaient en rond avec des cigarettes et tout ça. Enfin disons, l'ergothérapie même à l'époque n'était pas développée comme maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas on se contentait avec quelques infirmières, avec quelques infirmiers, de confectionner par exemple des petits chevaux qui n'avaient pas d'attrait, enfin disons, ou bien de peindre des tables et tout ça. Enfin, bon, il n'y avait pas justement cette possibilité de s'exprimer. Et donc, moi j'ai ressenti, enfin progressivement, j'étais vraiment refermé sur moi-même, je n'osais à peine parler, comme Christine pourrait le souligner, et d'autres participants. Et au fur et à mesure, au bout des 4 ans, maintenant j'arrive à vraiment communiquer, si on peut dire, ouvertement avec d'autres personnes et de parler avec plaisir de mon art, quoi, par exemple. Et par rapport à ça, parallèlement, je fais de la peinture à titre personnel et tout ça, quoi. Mais on a toujours ce sentiment, avec la terre, de pouvoir sentir la matière et si on peut dire, c'est pas, comment dire, surréaliste, mais je veux dire, on communique l'énergie dans la terre, tout ce qu'on a de négatif ou bien de positif. Il m'est arrivé dernièrement de faire, j'étais tellement révolté à mon travail, que j'ai fait un coup de poing en terre. Un coup de poing, enfin une main qui donnait Et donc, on arrive à se surprendre et à enfin, on n'est pas des grands artistes, quoi, mais je veux dire, à se surpasser dans le sens qu'on va au-delà, jusqu'au bout des émotions. Et je pense que c'est un effet dérivatif et en même temps thérapeutique à part entière, parce qu'on arrive à dégager de l'énergie, quoi.
Voilà, mais sinon, je peux dire que bon, ben, j'ai une vie sociale normale, quoi. Et je lutte contre cette image, justement, que la personne atteinte de maladie mentale n'est pas une personne à part. Justement, il y a toujours cette barrière, les a priori et tout ça. Et je voudrais dire, et je remercie l'équipe d'Art Thérapie, qu'il y ait des ouvertures comme ça, comme ce soir, et tout ça, qui nous favorise aussi bien le moyen de communiquer aux gens ce qu'on est capable de faire à travers les expositions et tout ça, quoi. Et je pense que c'est positif, quoi. Voilà, merci. Merci bien en fait de votre témoignage et tout ce que vous nous faites passer dans votre intervention. Maintenant, Yuri Rekena va nous parler de l'atelier percussion. Musique. Atelier musique. Musique. Voilà, c'est vrai que ma formation au départ c'est percussionniste, donc je suis percussionniste, mais l'atelier ne concerne pas que la percussion, on va dire un atelier musique en général. Moi je voulais commencer par donner une citation que vous avez fait tout à l'heure, je ne sais pas si ça vient de vous directement. J'ai trouvé que c'était une très belle phrase qui résumait assez la philosophie moi, que j'ai pour cet atelier. La création participe à la réalisation du bonheur. C'est-à-dire que le fait d'accomplir, le fait de faire, de vivre, d'éprouver, d'expérimenter participe à notre bonheur, parce que c'est l'essentiel de la vie. En ce qui me concerne, ça a été la musique, donc ça a été mon choix pour mon métier, mon activité, et maintenant je la partage. Moi j'ai intégré le CHI en septembre de 2016, donc c'est tout récent, et j'ai intégré le club avec plaisir. C'est-à-dire qu'on a vraiment trouvé un groupe très cohérent, avec beaucoup d'écoute. Ils sont très assidus, et pourtant nous avons des séances qui durent 3 heures. Donc c'est long, des ateliers de musique de 3 heures, je ne vais pas ailleurs, à part dans certains stages qu'on peut faire de temps en temps, sinon c'est des séances plus courtes. Et sur ces 3 heures-là, on fait une seule pause. Donc, les participants ont une attention du début à la fin. On est vraiment, et on a trouvé une équipe très soudée. Et on a vraiment un plaisir commun à se retrouver tous les mardis, et avec Marc aussi qui participe aux ateliers. Et donc c'est vraiment l'objectif atteint. On a un bonheur de vie, un vécu qui nous amène avec, qui nous apporte beaucoup de plaisir, de satisfaction. Alors après, ça c'est un objectif, on va dire, qui est un peu large, voilà. Mais après ça implique évidemment plein d'autres choses. Donc pour arriver à ces 3 heures d'activité, on diversifie les pratiques d'instruments. C'est-à-dire que dans la salle dans laquelle on travaille, il y a beaucoup de matériel, donc ça c'est déjà un confort. Et, alors il y a des guitares, il y a un clavier, il y a beaucoup d'instruments de petite percussion, des instruments de plus gros, volumineux de percussion du type djembé, doudoum, de percussion d'Afrique de l'Ouest, parce que ça c'est une de mes spécialités. Et donc on varie les activités, donc on n'est pas évidemment sur le même registre en 3 heures parce qu'on ne pourrait pas tenir, et puis en fonction de ce qui se déroule dans les ateliers, on décide de changer en commun, hein, on le ressent assez facilement. Et donc voilà, il y a à travers cet objectif du plaisir, ben aussi une notion de travail qui, moi, que je trouve vraiment importante. C'est-à-dire que c'est par ce travail et cette assiduité, cet engagement, qu'on va arriver à avoir du plaisir. Donc ça passe forcément par des notions de contraintes, des notions d'apprentissage. Je leur donne même des notions de solfège. On a travaillé sur des méthodes orales de solfège assez faciles et qui permettent d'intégrer très facilement des petites cellules rythmiques qu'on chante, après qu'on peut reproduire sur des percussions sur le corps, pour les assimiler assez facilement, et par la voix. Et une fois qu'on a intégré ça, on le met en pratique directement avec les instruments. Et donc, comme avec des petites cartes que j'ai fabriquées, qu'on a plastifiées avec les gens de l'établissement, on a un petit jeu comme ça de construction, un peu comme avec des Legos, sauf que ce sont des cellules rythmiques. Donc ils apprennent d'abord à les décoder, à les chanter, et puis après on les met en forme, soit au hasard, soit c'est eux qui choisissent et on compose, et après on les met en pratique sur les instruments. Et on se rend compte avec ces médiums-là qu'en une demi-heure,
demi-heure, on arrive à composer quelque chose d'extraordinaire qu'on n'aurait pas forcément trouvé par un autre chemin. Donc il y a un petit côté jeu, mais en même temps il y a un petit côté travail sérieux. Il y a aussi un aspect technique, donc il y a des choses un petit peu pointues, un petit peu contraignantes, même si on fait tout ça dans la bonne humeur, dans le jeu quand même globalement. On a des pratiques aussi de percussion sur le corps. Donc là, il y a des sensations qui sont physiques, qui sont très intéressantes parce que le rythme il est ressenti. Alors pareil, on passe toujours par le chant, on a des déplacements, on marque les tempos avec nos pieds et en même temps on ajoute des rythmes avec les mains. Différents sons qu'on peut frapper avec les doigts, des claquements, et qu'on va chanter aussi. Et tout ça en intégrant des mouvements avec les pieds. Donc il y a un travail de coordination. Alors ça se fait par étapes, hein, on n'est pas... Voilà, mais le processus est très intéressant parce que c'est un moment où vraiment chacun se creuse et il y a une concentration, c'est un instant assez court en général, c'est 20-30 minutes sur ces ateliers-là. Et c'est marrant parce qu'ils adorent ça, alors que c'est très contraignant, c'est difficile. Le résultat, c'est pas l'objectif, c'est pas le fait d'y arriver, mais c'est le chemin, le parcours, et puis tout ce qui va se passer pour qu'on arrive à libérer par la voix, le geste, la coordination du rythme des pieds et la coordination des mains. Donc on a des séances très rigolotes comme ça où on s'amuse beaucoup. Et en même temps, voilà, il y a le côté amusement, mais le côté très rigoureux et très technique, très pointu, et qui leur demande beaucoup d'efforts de concentration, alors que tous les participants sont quand même, ils ont tous des traitements, ils ont quand même une fatigue aussi qui est physique, morale aussi, due à leur parcours. Et malgré ça, ils ont une application qui est vraiment surprenante, et qui est agréable et qui, moi, me satisfait beaucoup. Et eux, enfin, vraiment, on sent qu'il y a une application qui est voilà, on a un gros plaisir à ça. Après, on a la chance aussi dans l'atelier d'avoir des gens qui pratiquent déjà la musique en dehors. On a un auteur-compositeur qui a fait des disques, qui a écrit des chansons et tout ça. Et donc, on s'est servi aussi de son matériel à lui, c'est-à-dire qu'on a pris une de ses chansons. Et lui, il joue de la guitare, il chante, il nous a donné les textes, donc on a appris, on chante tous en anglais, très sympa, et on a fait les arrangements sur son morceau à lui. Donc ça a été aussi des instants, et encore les arrangements ne sont pas terminés parce qu'on les arrange toutes les semaines, on travaille sur les introductions, les modes d'improvisation à l'intérieur, quels instruments on va utiliser, tout ça, donc ils sont dans un processus de création aussi, qui moi me semble important. C'est-à-dire que je leur donne plein de petites clés techniques et puis des descriptions sur comment ça fonctionne une musique. Qu'est-ce que c'est un rythme, qu'est-ce que c'est une introduction, qu'est-ce que c'est une mélodie, comment on peut amener les choses, comment on peut nuancer, qu'est-ce que c'est une nuance au niveau du volume, de la vitesse, du tempo, de l'intensité, tout ça. Et une fois qu'eux ont ces éléments, l'objectif il est qu'ils prennent tout ça comme des Legos et ils vont construire leur propre musique. Donc vraiment, on a un plaisir qui est complet. Et moi, j'ai une énorme satisfaction sur cet atelier. J'y vais avec enthousiasme et je repars. Et à chaque fois, on est surpris quand arrive l'heure de la fin de l'atelier. Dans 5 minutes, il nous dit « il faut ranger, j'ai mon taxi qui m'attend et tout ». Et c'est vraiment incroyable. Alors que sur une séance de 3 heures, moi, j'avoue que j'appréhendais un peu en début d'année en me disant comment on va gérer sur 3 heures de temps, ça va être un temps très long. Et en fait, voilà. Et on a des retours comme le mardi, c'est la plus belle journée de la semaine. C'est ma grosse journée parce qu'ils font. Il y en a certains qui font écriture le matin en plus. Ils sont donc avec Géraldine le matin. Et ils déjeunent le midi sur place. Et l'après-midi, ils font 3 heures avec moi en musique. Donc c'est une journée très chargée. Et pourtant, ils ont, enfin voilà, les retours qu'on a. Donc c'est beaucoup d'émotions et le plaisir que je recherchais dans la musique, je l'ai trouvé encore dans cet atelier vraiment d'une belle manière. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, je crois qu'après on va passer aux questions. On va bientôt en effet passer aux questions. Merci Yuri. C'est un atelier en effet où il y a beaucoup d'intensité et vous avez parlé de bonheur. Et je crois que dans chacun des ateliers, on peut constater qu'il y a quelque chose que l'on peut appeler le bonheur ou une part de bonheur. Il y a un grand absent ce soir, c'est l'atelier du vendredi, l'atelier peinture. Patrice Roger
est retenu par une obligation familiale impérative, c'est l'anniversaire de sa fille, c'est quelque chose de très important dans l'organisation de famille, il doit faire le repas, et donc il est désolé de ne pas être avec nous. Le hasard fait qu'il n'y a pas de participants de son atelier aujourd'hui, mais chacun sait l'importance de l'atelier peinture au sein de l'ithérapie. Beaucoup d'œuvres de l'atelier peinture sont exposées dans les centres médico-psychologiques, dans les services, dans les bureaux de la direction, et vous en avez vu quelques exemples dans le diaporama qui est passé. Sur la question du bonheur, la réflexion que je fais sur l'atelier vient en fait, en effet, de mon intérêt pour la pensée d'Alain Badiou, et pour qui le bonheur peut être défini par la participation à une vérité. Et pour ce philosophe athée, il y a en effet des vérités. Et participer à une vérité, c'est par exemple être dans le domaine de la création, ou de l'amour, ou de la science, ou de l'engagement politique. Et donc nous avons dans notre atelier, à propos de cette vérité que peut être l'art, la création, l'expérience d'une authenticité, d'une intensité qui sont en effet très, très rares et absolument exemplaires. Donc voilà pourquoi je suis amené souvent à me dire qu'il y a un moment ou une part de bonheur dans le fait de pouvoir participer à cet atelier. Pourquoi? Parce que l'expérience de la maladie, pas seulement de la maladie psychiatrique, est une expérience de la finitude que nous partageons tous à certains moments de notre vie, notamment au moment de la finir. Mais ce sentiment de finitude, il fait partie de la destinée humaine. Or, participer de façon authentique à une vérité, c'est aborder une forme d'infini, quelles que soient les croyances personnelles, participer à une émotion artistique, même si on n'est pas soi-même créateur d'ailleurs, participer à une émotion artistique, à une émotion dans le domaine de la création scientifique, si c'est son domaine, ou d'un engagement politique authentique, participer à l'intensité d'une rencontre amoureuse véridique, c'est la part d'infini qui peut appartenir à l'homme, à l'existence humaine. Voilà pourquoi il y a dans cet atelier à la fois du jeu, de la fantaisie, et à la fois un grand sérieux. Tous ont parlé de ces moments très sérieux, très concentrés. Voilà. Alors, je crois que le moment est venu et cela nous intéresse beaucoup, de connaître vos questions, vos commentaires sur ce que nous avons présenté de manière un peu impromptue parfois, mais nous allons essayer de préciser chaque fois que possible ce que nous avons raconté depuis tout à l'heure. Vos expériences sont vraiment passionnantes et on comprend que vos passions, que vos malades puissent trouver une expression de paix à travers les ateliers que vous avez pu créer. Et je suis un petit peu, donc je voulais poser la question à notre musicien. Voilà. Est-ce que donc effectivement à travers la musique, puisque la musique a été aussi une connexion pendant des millénaires dans les peuplades, on va dire donc, ce qu'on appelait ici chez les sauvages, mais qui avait une intensité extraordinaire. Et est-ce que vous intégrez également une construction d'instruments de musique? Parce qu'évidemment, donc, entre la voix, la percussion, les pieds, les mains, tout participe, mais est-ce que au fur et à mesure de l'histoire, les gens ont créé aussi des instruments de musique? Est-ce que vous intégrez un petit peu ça ou pas? Non, pas du tout. On n'a pas du tout fait au sein de l'atelier. On essaie d'être assez large sur les instruments qu'on va utiliser. Les instruments de percussion sont plus faciles parce qu'il y a un accès qui est direct, même sans connaissance musicale particulière. Mais ce serait une idée, enfin, moi je l'ai déjà fait aussi ailleurs, d'intégrer de la fabrication d'instruments, mais ça demande d'autres matériels, et puis c'est un autre temps, c'est un temps long.
qui nous prendrait du temps sur ça. Alors, ce serait peut-être l'objectif d'un autre atelier, ou pourquoi pas d'un stage éventuellement d'été, enfin ce serait l'activité, c'est une idée, parce que ça c'est des choses qui sont aussi très satisfaisantes. Je l'ai déjà fait avec des matériaux de récupération, et on fabrique des instruments, mais là non, pour l'atelier, non, là il est vraiment, l'objectif c'est de pouvoir s'exprimer, de créer, de partager, d'improviser, de découvrir. Mais pas sur la fabrication d'instruments dans cet atelier. Voilà. D'accord, merci. Enfin, félicitations pour votre équipe parce que vraiment donc, vous donnez une intensité à ce que vous proposez et on sent donc, après ce que vous avez dit, que vos patients doivent ressentir la même chose que nous ce soir. Oui, ce plaisir partagé, ouais, vraiment, je prends autant de plaisir que eux, et on sent, et d'ailleurs, on sent ce lien commun, ce plaisir qu'on a en commun, et c'est ce qui fait qu'on a cette ambiance de, vraiment, on est content de se retrouver, on sait que c'est le mardi après-midi, c'est notre équipe, et il y a, ouais, c'est ce rapport social qui est important dans ce plaisir partagé. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est une grande source d'épanouissement pour les participants et pour nous aussi, qui encadrons. Vraiment. Il y a une satisfaction de vie concrète. Vraiment. On sait pourquoi on est là et on ne regrette pas d'être venu. Et on reviendra. Voilà. Je voudrais poser une autre question également, donc sur vos patients qui, eux, pour certains, sont là pour un temps plus ou moins déterminé, plus ou moins court. Est-ce qu'à leur sortie, les événements qu'ils ont pu, ils n'ont pas subi, mais auxquels ils ont pu participer, va modifier un petit peu leur vie donc, dans la vie courante. Est-ce qu'il y a vous avez trouvé ça déjà, une implication dans ce qu'ils ont pu avoir, soit en dessin, soit en sculpture, en peinture, en musique? Bon, que sculpture. Excusez-moi, mais ce que vous énoncez là, c'est vrai que, enfin, pour mon compte personnel, j'ai reçu un changement comportemental, si vous voulez, quoi. J'ai plus cette même notion de me replier sur moi-même comme certains états dépressifs et tout ça, quoi. Mais tout au moins, il y a une ouverture, quoi. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Cette ouverture persiste, c'est ça. Donc, oui, voilà. C'est dans ce sens que je pose la question. Je l'ai peut-être mal formulé, je sais pas. Très bien. Et André, je vous remercie. Un sentiment de ne pas du tout être malade quand il vient à l'atelier. C'est ce que tu disais. Moi, je ne me considère pas comme un malade. Je crois qu'André, quand tu venais à l'atelier, tu me dis, moi, je viens à l'atelier, mais je ne me sens pas ni patient ni malade. C'est ça? C'est ce que tu disais? Oui, enfin, tout au moins, bon, je ne suis pas venu pour... Dans l'atelier, je parle. Oui, c'est-à-dire... Bon, tout. Mais je veux souligner quand même qu'il y a une certaine ambiance, et on en revient au bonheur, le plaisir, on ne parle pas de maladie quand on est dans les séances et tout ça, quoi. On parle de tout, de nos vies, du ressenti par rapport à une sculpture qu'on regarde ou bien qu'on fait, quoi. Et même, il y a un partage véritable, c'est-à-dire, des fois, entre nous, on se dit, bon, ben ça c'est bien, tu devrais faire comme ça, bien. On remplace des fois Christine, quoi. C'est un échange, il n'y a pas de tabou, voilà, tout faire. C'est libre et c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance. Et puis bon, moi ça fait 14 ans, donc j'ai pas envie de partir. D'ailleurs, ce qui est difficile parfois pour les personnes, les participants qui sont restés pendant plusieurs années, 10 ans, peut-être presque 15 ans maintenant, c'est très difficile de repartir. Un peu à cause de la fonction club dont on parlait tout à l'heure, hein, le côté lien. Or, notre vocation est quand même de soutenir les personnes dans la poursuite d'activités, notamment créatives, chez elles ou dans des ateliers de la commune ou à Paris, etc. Donc c'est une question qui se pose quelquefois.
deuil à faire quand c'est douloureux. Hein, c'est pour ça qu'on prend plusieurs années pour partir quand même de l'atelier souvent. Mais je pense qu'on est dans un circuit fermé aussi, c'est-à-dire on est dans notre bulle aussi bien créative que, c'est-à-dire moi personnellement j'oublie tout quand je franchis la porte de l'atelier. Il y a de nombreux participants, enfin pas de nombreux mais quelques participants moi, qui m'ont confié ne pas avoir de lien, de vie sociale en dehors de ces journées-là. Donc ça explique bien l'importance de ces moments-là, et ça explique bien, je pense, moi je ne l'ai pas vécu parce que je suis arrivé tout récemment, mais la difficulté à imaginer que maintenant ça suffit et qu'ils peuvent aller voler de leurs propres ailes sur d'autres secteurs et qu'ils ont plus leur place dans cet atelier. J'imagine que c'est vraiment quelque chose de difficile, voilà, parce que c'est très fort, il y a un lien qui est très fort. Moi ça s'est fait en quelques mois, voilà, une séance par semaine depuis le mois de septembre. Et donc j'imagine Christine qui est là depuis 14 ans. Voilà. Oui, il y a quelque chose de très fort qui se passe et je pense qu'il y a une difficulté à imaginer que ça puisse s'interrompre pour eux. Imaginez-vous, en tant qu'artiste, vous faites naître chez l'autre le désir du beau, de l'art, et imaginez-vous qui avez vécu, qui vivait cet art, de vous dire « demain je dois arrêter ». C'est terrible. Ah oui. C'est inimaginable. Oui, non, mais en fait, l'idée quand même, on n'est pas dans l'idée en fait de garder quand même les gens, en fait, de créer cet atelier, de garder tout le temps les gens. Et bon, c'est vrai, on va être dans un espace un peu privilégié, un peu protégé, voilà, où on va créer des choses très intéressantes, voilà, on va pouvoir s'épanouir. Mais nous, en tant que soignants, en fait, c'est ça qui est important dans notre équipe, c'est qu'il y a des soignants et qu'il y a des artistes. Hein, en fait, c'est très séparé. En fait, on travaille ensemble, mais on n'a pas toujours les mêmes objectifs. Entre le soignant, moi je suis soignant, tout ça, je vais avoir des objectifs qui des fois ne sont pas en accord avec l'artiste, quoi. Parce que, mais quand même, l'idée de la structure, c'est que les gens puissent aller repartir ailleurs, nous on leur a redonné de la confiance, de l'estime de soi, de la revalorisation, qu'ils peuvent réintroduire ailleurs dans d'autres endroits. Alors bon, je ne vous cache pas que c'est difficile, parce que alors, des fois on est obligé, en fait, on n'est pas tellement dans les entretiens, les bilans, tout ça. Mais bon, on en fait quand même, de temps en temps, où est-ce qu'on en est avec cette personne, qu'est-ce que... Voilà. C'est vrai, c'est toujours des moments très difficiles, quoi, parce que où nous, on pense, quelquefois, que nous, notre travail, il est fini. Voilà. Moi, je peux vous raconter, par exemple, l'histoire d'une personne que j'ai connue, qui avait des phobies terribles, qui était complètement enfermée chez elle depuis des années, qui ne pouvait absolument plus rien faire. Venir à l'art-thérapie, c'était vraiment une épreuve pour elle. Moi, je me rappelle l'avoir ramenée une fois chez elle. Je m'étais garé, en fait, sur le trottoir d'en face. Et ben, elle ne pouvait pas aller chez elle, quoi. Il a fallu que je fasse demi-tour. Voilà, cette personne-là, elle est venue pendant plusieurs années dans l'atelier et donc elle a repris tout doucement une vie comme ça, où elle a pu sortir tout doucement, faire des choses, et ça me mettait très loin puisqu'elle n'habite plus dans la région, elle a pu partir sur Paris. Et elle revient même, elle est revenue pendant longtemps en fait de Paris, elle venait exprès quand même dans notre atelier une fois par semaine. Voilà, donc l'avoir connue, voilà, aussi handicapée quoi, par cette pathologie, et là, à un moment, en tant que soignant, on se dit, bon ben voilà, maintenant il faut passer à autre chose, quoi. Il faut aller dans la vie, quoi. Enfin, parce que là, l'atelier, c'est pas totalement la vie, quoi. C'est pas... Et là, bon, c'est très dur, quoi. C'était très dur, quoi. L'entretien c'est un crève-cœur, quoi, pour nous, quoi. Parce que cette personne a une attache à elle, on l'aime,
c'est très dur. Ça. Mais aussi, à un moment, voilà, c'est pour son bien. Je voulais juste revenir aussi, c'est pour ça que j'ai remis cette photo par rapport à ce que vous nous disiez, par rapport à la construction de l'instrument. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais construit d'instrument, mais en fait, avec là c'est une installation en fait, qu'on avait fait avec un autre artiste musicien. Et en fait, c'est une installation musicale. Bon là on ne voit pas tout très bien, mais en fait, voilà, c'est des fûts et puis c'est des tambourins, je crois. Et en fait, il y a, voilà, on avait clos un endroit avec les bases bleues et en fait, il y avait dans l'arbre, il y avait des récipients et il y avait des gouttes d'eau qui tombaient sur et ça pouvait faire une ambiance musicale. Ça on peut dire que c'est un instrument de musique. Chacun dans votre domaine, vous avez créé une langue d'échange. Et c'est ça. C'est ça. Donc, les gens qui étaient complètement enfermés dans leurs problèmes ont pu s'adresser d'abord aux gens qui étaient près d'eux et ensuite communiquer peut-être avec le groupe en général. Et donc, c'est là donc quelque chose de formidable. Oui, c'est lutter contre ce phénomène de l'isolement. Parce que c'est très typique. Voilà. Et ça, c'est... Et ce que nous observons dans ces ateliers, sans toujours y penser, mais que nous constatons dans une circonstance comme justement envisager la fin d'une prise en charge de plusieurs années, c'est ce qu'on appelle, ce que Jean Houry notamment appelle la fonction phorique. C'est-à-dire que nos ateliers thérapeutiques portent les personnes souffrant de troubles sérieux et durables. Hein. Et nous trouvons qu'ils sont dans la vie finalement avec nous, et ils le sont parce que nous sommes un lieu sanitaire. Hein. Nous sommes un lieu, je ne sais pas si c'est le mot sanitaire qui est le mieux choisi, mais un lieu entourant, psychique, soutenant. Hein. Dans la métaphorique, il y a le fait de porter. Et donc l'idée d'imaginer pour ces personnes qu'elles ne nous ont plus, alors que nous avons l'impression que nous sommes dans l'accueil quotidien, régulier, un peu ritualisé, et bien parfois, quand on leur dit « mais maintenant vous pouvez voler vos propres ailes », et bien c'est là que, c'est le Midika, hein, c'est là que voilà, on voit les personnes tomber, ou en tout cas aller moins bien. Donc on n'est jamais trop prudent, et parfois on se ramasse un peu nous aussi. Hein, donc c'est très délicat cette question. Voilà. Mais il reste encore peut-être quelques minutes. Donc il y a deux personnes qui souhaitaient poser une question. Madame, si vous avez un micro peut-être. Et monsieur et madame. Bon, alors laissons madame par courtoisie, si vous permettez. Et ensuite, puisque nous avons déjà eu un monsieur barbu, donc nous en aurons deux. Mais madame. Et ensuite monsieur. Dans un domaine différent et élargissant au-delà de l'Oise, vous avez parlé d'œuvres qui étaient exposées annuellement au moins dans différents lieux du département. Comment passe-t-on de cela au LAM, c'est-à-dire le musée de Villeneuve-d'Ascq, où il y a toute une partie consacrée à ce qu'on appelle, je crois, l'art brut? C'est une question très très judicieuse et que nous allons seulement effleurer vu l'heure. Hein. Donc, l'art brut, nous n'en avons pas. Nous n'en faisons pas. L'art brut, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant sur le plan historique. C'est quelque chose qui désormais appartient en effet au musée et au marché de l'art. C'est un terme qui a été proposé par le peintre, par Dubuffet, merci, par Dubuffet, voilà. L'art brut, ça renvoie à une époque asilaire qui n'est plus la nôtre, qui était celle de l'asile, de l'hôpital psychiatrique où les gens étaient généralement enfermés leur vie durant, où il n'y avait pas encore les traitements, où en général on interdisait aux patients de créer par peur de, je ne sais pas quoi, d'exacerber le délire, mettons, donc qui en général œuvrait par une forme d'impériosité créative, parfois en cachette, et sur des matériaux de fortune. Et c'est comme ça que s'est constituée la très belle collection de la clinique de Heidelberg, qui a été ensuite prise par les nazis
pour leur exposition d'Entartete Kunst, d'art dégénéré, en effet, avec les œuvres des expressionnistes allemands, viennois et autres. Donc ces œuvres-là ont acquis une grande valeur marchande ensuite, sont dans les musées ou dans des collections privées aujourd'hui. C'est les œuvres d'Alois Corba, de ces peintres suisses, il y en a dans la collection de Sainte-Anne aussi. Voilà, donc ça on peut dire que c'est l'art brut. Nous avons des personnes qui ont eu des difficultés psychiques, qui ont parfois été hospitalisées, qui parfois le sont encore, qui ont des traitements, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas proprement parlé d'art brut. C'est complètement différent, effectivement. Oui, finalement, voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, madame. Oui. La dernière intervention, M. Aubert m'appelle une question. Alors surtout pas pour être à côté du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, hein, surtout pas, mais au risque, je me permets de vous la poser. Est-ce que dans votre structure, vous êtes assujetti à l'entretien individuel, annuel, encore une fois, j'insiste bien, sans vouloir oublier la finalité de toutes les actions dont on vient de parler. C'est juste une question qui m'est venue après un mot de M. Aubert. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est important de façon de progresser, ça on sait que vous allez le faire. Est-ce que vous êtes assujetti dans votre structure à ce genre de discussion? Assujetti, enfin ça dépend ce qu'on attend par assujetti, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation, personne ne nous oblige. En fait, c'est souvent plutôt à la demande. Donc ça va être à la demande, ça peut être à la demande de la personne elle-même, qui voilà, pour une raison ou pour une autre, a envie d'avoir un entretien. Bon, il y a des gens qui arrivent des fois aussi à l'atelier, et ce jour-là, ça ne va pas, quoi. Donc on peut aussi faire un entretien, voilà, ponctuel. Après, on ne fait pas systématiquement non plus un entretien annuel pour chaque personne, mais en fait, là c'est bon, c'est un peu moi mon travail aussi, c'est de repérer un peu les choses, voir où est-ce qu'on en est, et puis bon, voilà, on pense que là, ça serait bien de faire un entretien. Voilà, comme par exemple Michel l'a expliqué aussi, voilà, il y a eu un moment dans sa vie où ça allait moins bien, on en voyait moins, tout ça, et puis on s'est dit, ben, ça serait bien de la voir, quoi, voilà, et puis de voir où est-ce qu'on en est, de faire le point avec elle, et voilà, ça a permis de relancer un peu. Excusez-moi, je crois que je me suis mal exprimé dans ma question, c'était en fait, vous par exemple, par rapport à vos supérieurs hiérarchiques. Non. Excusez-moi, au risque de... Je ne veux pas déplacer le débat, attention. Hein. Est-ce que vous êtes assujetti de votre structure, donc les personnes qui encadraient les participants aux ateliers, étaient assujettis à des entretiens individuels, pardon, pour toujours progresser? Eh bien, les infirmiers sont vus régulièrement en entretien par leur encadrement pour être notés. Si c'est votre question. Oui. Voilà, c'est à peu près ça. Les médecins ne sont pas notés, proprement parler, mais nous rendons compte de notre activité dans un rapport annuel d'activité. Et comme je l'ai dit en commençant, cet atelier est rattaché à un pôle hospitalier qui a un chef de pôle, une cadre supérieure assistante de pôle, cadre de santé, et une cadre socio-éducative. Voilà un petit peu la hiérarchie. Elle-même sous la dépendance, donc la cadre supérieure de santé, de la directrice des soins, coordinatrice générale des soins, ici présente d'ailleurs dans l'Assemblée, je la remercie. Madame Marc. Je vous remercie, je ne voulais pas... Non, mais je vous en prie, monsieur. Je crois que nous arrivons un peu au terme du temps. Je voudrais, du temps imparti, on a évoqué l'exposition annuelle, donc il y a au mois de juin 2017, une exposition au centre Séraphine Louis, une ancienne prison des femmes de Clermont-de-Loise, avec l'inauguration, qui sera donc musicale aussi, puisqu'on ne pourra pas avoir la musique pendant toute l'exposition, mais on aura en tout cas le jour d'inauguration le 15 juin, une présentation un peu des ateliers des gens. Merci beaucoup, encore une fois merci aux archives départementales de nous avoir offert cette soirée, cette exposition. Merci de votre participation, mesdames et messieurs, et de vos questions. Et nous repartons
regonfler si nous en avons besoin pour contribuer notre atelier d'art-thérapie. Merci beaucoup. Merci encore à tous de votre présence. Peut-être que pour les archives, c'était également une très belle rencontre en préparant l'exposition, la découverte de cette unité du CHI. Je pense que la première visite que certains d'entre nous ont fait justement sur place nous avait beaucoup surpris, beaucoup intéressé, puisque M. Aubert nous avait montré une caverne d'Ali Baba où il y avait notamment beaucoup de sculptures avec des choses vraiment très étonnantes. Et donc voilà, je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, effectivement, à revenir voir l'exposition où 3 œuvres sont présentées, une dans l'entrée et 2 dans l'exposition, vraiment des choses oui, très, très étonnantes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence, donc le mardi 7 mars, toujours à 17h30, pas de conférence, 18h30, pardon. Pas de conférence en février, sur un autre sujet, donc plus contemporain, la période de 1970-2016, progrès technique et humanisation à l'hôpital, conférence qui sera donnée par le Dr Varlet, qui est praticien au centre hospitalier de Beauvais. Alors, bonne soirée à tous et à très bientôt.